Du peuple de la 9e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone. Au menu, les enjeux de la coopération parlementaire et de la francophonie. Antenne A, le journal, Marceline Mwakumanya. Merci de nous rejoindre, Madame, Messieurs. Bonsoir. Kinshasa abrite depuis ce jeudi 23 mars la 9e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Polydor Ngazemi, Blaise Munda, reportage. Depuis ce matin, s'est ouverte au Palais du Peuple la 9e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone. Une conférence qui a débuté par les mots de bienvenue du président en exercice de l'APF et président de l'Assemblée nationale de la RDC, Oben Minakou, ainsi que du chef de la section RDC de l'APF et président du Sénat, Kengo Adundu. Ma qualité de président de la dite section et au nom de mon collègue président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, je vous souhaite la bienvenue. Cette conférence constitue une étape importante de préparation pour la 25e Assemblée régionale Afrique de l'APF qui se tiendra au mois de mai à Marrakech, au Maroc. Elle table essentiellement sur la coopération parlementaire et les enjeux de la francophonie. Dans son adresse, le président de l'APF a fait savoir que la région Afrique francophone se trouve à la croisée des chemins avant de souligner la nécessité de réinventer son modèle de développement. Inscrire l'Afrique dans un développement économique et sociétal durable et l'inscrire dans un processus démocratique irréversible devront demeurer notre ambition de toujours. Ces assises se tiennent dans un contexte mondial très particulier et en pleine semaine de la francophonie. Elles sont porteuses d'espoir au regard de la situation économique de l'Afrique qui s'améliore et laisse entrevoir une nette croissance. Toutefois, l'ouverture totale de nos économies à la mondialisation étant irréversible, il devient impérieux, ce me semble, pour nous, dirigeants africains, de maintenir la bonne santé économique relative de nos États qui fait de l'Afrique le continent de l'avenir. Ouvert ce 23 mars au Palais du Peuple, les travaux de cette 9e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'APF se poursuivent au Fleuve Congo Hotel pour se clôturer le 24 mars 2017. L'ambassade du Japon a remis ce jeudi 900 kits solaires autonomes de Panasonic pour éclairer la vie des victimes de conflits dans le Rutshuru, province du Nord Kivu, dans l'Ituri et dans la province du Sud Ubangi. C'était à l'immeuble des Nations Unies à l'occasion de la revue conjointe Japon-PNUD. Polydor Ngazemi, David Tembeni. Partenaires au développement de la République démocratique du Congo, le programme des Nations Unies pour le développement et le Japon se sont retrouvés ce jeudi pour effectuer leur revue conjointe. Un moment important qui leur a permis d'examiner leur partenariat pour améliorer leurs relations et renforcer leur interaction. C'est à travers l'appui du Japon qu'on a pu atteindre des objectifs de développement durable à travers le pays et en particulier dans la province du Sud Ubangi. L'occasion aussi pour l'Empire du Soleil Levant de remettre des kits solaires aux jeunes engagés dans la formation professionnelle, appuyés par le PNUD, par l'intermédiaire de l'Institut national de préparation professionnelle pour les territoires de Rutshuru dans le Nord Kivu et Aru dans la province de l'Ituri, et du Centre d'apprentissage professionnel pour le secteur de Komanda en Ituri et l'Institut pour la promotion locale du territoire de Dongo dans le Sud Ubangi. Les sentiments sont des sentiments de joie. Je veux que le gouvernement japonais ne se limite pas seulement dans une école professionnelle, il y en a encore d'autres. S'ils peuvent étendre leur contribution à d'autres écoles. Ce n'est pas pour la première fois que Panasonic, société japonaise spécialisée dans l'électronique, fait don des kits solaires en RDC. En mai dernier, environ 500 kits solaires de marque Panasonic ont été distribués dans le camp de réfugiés centrafricains dans la province de Nord-Ubangi à travers HCR. Ces kits solaires ont contribué de manière significative
à l'amélioration de la qualité de vie de ces réfugiés. Par ailleurs, ici est de savoir que la formation et l'éducation de base jouent un rôle essentiel pour l'intégration des jeunes dans une société. Ce processus d'intégration est important non seulement pour le développement économique, mais également pour la reconstruction des régions touchées par les conflits. L'émission dévolue au gouvernement Sabim Badibanga, les revendications de médecins, 2 points à l'ordre du jour de la conférence de presse animée ce jeudi 23 mars à Gazavoubou par le bureau exécutif national du Sinamed. Domomat Machungadipofi. 3 mois et 1 jour après l'investiture du gouvernement Sami Badibanga, le Sinamed est sorti de son silence jeudi 23 mars 2017. Les syndicats nationaux de médecins, au vu des missions assignées au gouvernement actuel, à savoir l'organisation des élections et l'amélioration du social de la population, déplorent la dépréciation continue du franc congolais face au dollar, la hausse du prix du litre du carburant et bien plus. Depuis janvier 2016, un bon nombre de médecins, bien en fonction, ont été élagués des listes de paye après le contrôle des effectifs initié par les ministres d'État, ministre du Budget en août 2015. À travers la République démocratique du Congo, dans toutes les provinces, les noms des agents et fonctionnaires du ministère de la Santé publique, de l'enseignement supérieur universitaire, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel sont rayés des listes de paye, alors qu'ils travaillent réellement dans les conditions parfois très difficiles dans les services publics de l'État. Et la revendication continue. Le bureau exécutif national du syndicat national de médecins se prépare à déposer un cahier de charges relatif à la situation socio-professionnelle de médecins des services publics de l'État. Le cahier des charges portera sur le barème des rémunérations, la mécanisation de médecins engagés depuis 2012, ainsi que la promotion en grade. Des revendications restées lettres mortes jusque-là. Le Sinamed rappelle qu'il est apolitique et membre de la société civile. Il en appelle à plus de patriotisme et de responsabilités de la part de la classe politique RD congolaise. En RDC, c'est seulement en décembre 2015 que la loi sur l'eau a été promulguée, mais l'accès à ces liquides précieux pose toujours problème. Le service national hydrique rural plaide pour un soutien financier de la part du gouvernement central. Un cas d'illustration en passa dans la commune d'Elancelle. Les constats de Eric Izami et Rigo Moulopo. À l'arrivée de l'autorité, la population est dans la joie et entend des chansons d'espoir. Papa est Nzali Sili. Traduisez, papa est là, fini la fin. La solution est là. Nous sommes en Passa, quartier de la commune de Lancelle, où le service national hydraulique rural s'active à monter de bornes de fontaines pour faciliter l'accès à l'eau potable à ces Congolais. Ça c'est la tête de forage, c'est tellement. Si jamais un tuyau lâché, donc vous avez la possibilité de remonter la pompe avec les câbles. Ce service national plaide pour un soutien de l'autorité compétente pour créer ces points d'eau dans les contrées qui font face à cette pénurie d'eau, pendant que le Congo-Kinshasa est hydrographiquement très riche avec 60% de l'ensemble d'eau douce de tous les continents africains. La protection des ressources hydriques est parmi les objectifs majeurs du programme de développement durable de Bralima. À l'occasion de la journée mondiale de l'eau célébrée chaque 22 mars, découvrez dans cette vidéo le processus de traitement des eaux dans ces 4 usines de traitement des eaux usées disséminées à travers tout le pays. Conformément à l'agenda mondial de développement durable, Bralima a fait de la protection des ressources hydriques un objectif important de ses activités à travers la stratégie Brasser un monde meilleur. La prise en compte des enjeux environnementaux dans l'ensemble du processus de production a pour finalité l'amélioration de l'impact sur la planète, spécifiquement en matière de l'eau. De son arrivée à sa sortie de Bralima, l'eau passe par divers procédés visant à la rendre conforme à la production brassicole et, après usage, au rejet dans la nature. Contribuant à 90% dans la fabrication des boissons, l'eau est soumise à un traitement rigoureux pour garantir aux consommateurs des boissons de qualité.
Dans tout le circuit de production, du brassage à l'embouteillage, l'utilisation éco-responsable de l'eau se veut une affaire de tous. Les agents sont continuellement sensibilisés à contribuer à l'atteinte des objectifs. L'engagement à protéger les ressources hydriques de Bralima se matérialise à travers un important investissement pour l'implantation des usines de traitement des eaux usées. Le processus de traitement des eaux usées est automatique. Nous les faisons 24 heures sur 24 et est suivi par la salle de contrôle. Vous pouvez suivre la qualité de l'eau à l'entrée pendant le processus et puis la qualité de l'eau que vous déversez dans les fleuves à la fin. Avec un important coût d'acquisition et de gestion au quotidien, ces usines utilisant des procédés totalement bio permettent d'éviter un impact négatif sur l'environnement. Nous avons investi plus de 10 millions de dollars américains pour la construction de 4 usines de traitement des eaux usées dans nos 4 brasseries à travers le pays. En tant qu'entreprise citoyenne, Bralima est le pionnier en RDC dans le traitement des eaux usées pour la protection de l'environnement. À Kolwezi, les bus ou taxis en commun se font de plus en plus rares pour cause les assujettis non en règle avec la loi fiscale ont préféré garder leurs véhicules chez eux plutôt que de se soumettre au contrôle imposé depuis le mardi 20 mars 2017 par la direction de recettes des lois là-bas. Nous allons pour cela avoir plus de détails avec notre correspondant Timothée Prince-Odia. Ces barrières sont érigées depuis hier après-midi par les agents des villes de Kolwezi. Ils recouvrent sur la vignette exercice 2016 les contrôles techniques et la patente. Conséquence, rareté des véhicules de transport en commun sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi. Plusieurs assujettis non en règle avec la loi fiscale ont jugé bon de garder leurs véhicules à domicile. Ils craignent d'être traqués par la police de circulation routière mise en contribution pour réussir ces recouvrements forcés. Information confirmé par la responsable de la DERLU Kolwezi, Nicole Cage. Nos assujettis sont là. On dirait qu'ils attendent seulement que vous mettiez des barrières pour qu'ils viennent s'acquitter. Il y a de ceux-là qui cachent leurs véhicules. Vous pouvez cacher votre véhicule aujourd'hui, mais nous savons, ni l'heure nous joue parce que nous brusquons. Hier, on a commencé à 15 h, si vous vous rappelez. On a fermé la route, c'est à partir de 15 h. Tout comme on peut passer 3-4 jours la semaine prochaine, la semaine qui vient là, on brusque encore, on vous aura toujours. On vous arrête à la barrière, on vous amène à la fourrière, vous payez et le principal et la pénalité et le frais de fourrière. Ces opérations consistent à renflouer la caisse de l'État. Les conducteurs des automobiles de Kolwezi, quant à eux, souhaitent voir les résultats issus de ces recouvrements forcés contribuer à la réhabilitation des artères en état de délabrement. Nous sommes jeudi aujourd'hui, il y a toujours une page réservée à la femme. Voilà que ça coïncide avec le mois de mars, mois de l'Ave consacré à la femme. Et Antenne A vous amène à la découverte d'Agnès Mvumvu. 20 ans déjà qu'elle exerce comme enseignante. Elle est présentement préfet de l'Institut Mandrandel de Kingabwa dans Momat Josène Belebele. Agnès Mvumvu, elle est préfet de l'école catholique Mandrandel située à Kingabwa Limité. Sur ses épaules, plus de 20 ans de carrière dans l'enseignement qui est sa passion. Je suis mère de famille et je suis déjà aussi grand-mère. Je suis dans l'enseignement, ça fait plus de 20 ans. J'ai fait 4 ans comme enseignante. Je suis devenue chef d'établissement à l'Institut Saint-Kiwanuka où j'ai fait 5 ans. Je suis restée sur la même place avec l'Institut, le collège Saint-François des Salles où j'ai fait 8 ans. Je suis maintenant ici à l'Institut Mandrandel. En remontant le temps, Agnès Mvumvu se rappelle de son appel à embrasser la carrière d'enseignante. En réalité, un noble métier. J'ai fait comme ça 3 internats dirigés toujours par des femmes. Alors je les admirais, j'admirais notre directrice et je me disais, il faut que je sois comme elle. Des difficultés, elle en a rencontré plusieurs. Les gens que nous rencontrons, que ce soit du côté des éducateurs ou du côté des élèves, vous trouverez toute catégorie de gens. Vous devez être disponible et patiente pour amener tout le monde à bien faire le travail. Et voici ce qu'elle a tiré comme profit de sa profession. Je suis restée seule, veuve avec mes enfants.
et je les ai fait étudier, je les ai fait marier, ils travaillent. Et notre souvenir, ce sont tous ces enfants que nous avons encadrés. Quand nous les rencontrons, en tout cas, je suis fière du travail que j'ai fait. Un petit conseil pour les jeunes femmes congolaises. Je dis à nos jeunes filles, il n'y a pas un travail pour les hommes et un autre travail pour les femmes. Les jeunes filles doivent se donner aux études, devenir comme nous et nous dépasser. Agnès Mvuvu est appréciée de tous ceux qui le connaissent pour son caractère intransigeant, son amour du travail bien fait et sa discipline. Mbo Kimaka, directrice marketing Premium Food, encourage la gente féminine à se prendre en charge. C'est du moins l'essentiel de ce qu'il nous a livré dans ce portrait fait par Nadia Koula Fouka et Joseph Belebele. Septième d'une famille de 8 enfants, jumelles de surcroît, Mbokimaka, directrice marketing à Premium Food, est de celles qui ont suivi un cursus scolaire normal dès l'école primaire, puis l'université en marketing au Congo-Kinshasa, avant d'aller parfaire ses études à Londres pour s'en tirer avec un master en business management. Outre ses casquettes de cadre d'entreprise, Mbokimaka est aussi naturellement une épouse et mère au foyer. Visiblement, un exercice pas facile. Concilier les deux, c'est pas évident tous les jours. Je pense pas que je serai la première à le dire ni la dernière, mais c'est un choix de vie. J'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie de mère et femme. Parfois, l'un prend le dessus sur l'autre, souvent le travail prend le dessus sur la vie privée, mais avec le temps, on arrive à se mettre des petites limites. Être directrice marketing dans l'entreprise comme la sienne demande beaucoup de stratégie pour conquérir le marché congolais. Des prouesses, elle n'en manque pas pour défendre ses compétences managériales. Il y a des hommes compétents comme il y a des femmes compétentes et j'essaie de frayer mon chemin là-dedans, de donner le meilleur de moi-même dans mon travail et puis voilà, d'être le plus professionnel possible. C'est en 2007 qu'elle intègre Premium Food et chaque jour se présente à elle comme un défi, d'où cet appel à la prise de conscience de la femme. Je pense qu'elle se trompe vraiment parce que des femmes avec des responsabilités, il y en a toujours eu. Je pense que toutes les femmes peuvent y arriver si elles travaillent dur, parce qu'il faut travailler dur. Pour arriver dans tout, il faut travailler dur. Mais la maman maraîchère aussi, pour y arriver, elle se réveille tous les jours à 4 heures, acheter ses légumes et pour pouvoir aller les revendre dans son quartier. Donc, celles qui y arrivent, c'est parce qu'elles se donnent à fond dans leur travail. Au Congo-Kinshasa, les capacités féminines ne sont plus à rechercher. Il suffit d'accorder à celles-ci le même chance et droit que leurs partenaires et la parité sera réelle. Le prochain numéro, ça sera le jeudi prochain. Nous allons nous rendre directement à l'étranger. Londres a été victime d'un attentat le mercredi 22 mars 2017. L'on dénombre 4 morts et plusieurs blessés. Les drapeaux en berne flottent sur la ville. Le quartier de Westminster est encore bouclé. C'est le cœur touristique, le centre du pouvoir qui ont été visés hier. Pourtant, pas d'attroupement, pas de bougies, pas de fleurs. Les Londoniens vont au travail, tracent leur route. C'est la fatalité. Vous devez continuer à vivre normalement. Et si quelque chose arrive, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Je suis plus déterminée que jamais. Ces gens atroces s'en sortent, alors pourquoi devrions-nous changer notre manière de vivre? Les caméras de surveillance ont filmé le parcours meurtrier de l'assaillant. À vive allure, il zigzague, monte sur les trottoirs et fauche des passants. Une victime tombe même dans la Tamise. Après ce périple meurtrier, l'assaillant fonce dans les grilles du Parlement et abandonne sa voiture. Il continue à pied, tente de rentrer dans le Parlement, poignarde mortellement un policier. Voici son visage. Des scènes de panique, puis des coups de feu qui retentissent. Le terroriste présumé vient d'être abattu. Un bilan encore provisoire fait état de 3 morts et une quarantaine de blessés. Des images d'horreur en plein centre de Londres. On s'est retourné et on a vu la voiture heurter une femme. Enfin, je crois que c'était une femme.
Le choc l'a propulsé sous les roues d'un bus. J'ai entendu des cris. Les minutes de silence se sont multipliées. Au Parlement, chez les pompiers, devant Scotland Yard. C'est tout un peuple qui s'unit face à l'horreur. Nous allons lire la presse parue ce jeudi 23 mars 2017 à Kinshasa. C'est dans une sélection et un commentaire d'Edomo Mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons-la avec la prospérité qui a sa une titre, accord de la Saint-Sylvestre, RDC, impasse au centre interdiocésain, les déclics attendus de l'ONU. En effet, pour la consoeur, les débats qui se déroulent au centre interdiocésain s'est déporté à New York au Conseil de sécurité de l'ONU. Les contradictions sur le mode de désignation du Premier ministre, la présidence du Conseil national des suivis de l'accord, le partage des postes ministériels juteux ou des souverainetés, le rôle de la CENCO pendant la transition, ainsi que le chronogramme d'application de l'accord politique du 31 décembre 2016, toutes ces questions faisant l'objet de divergences ont été abordées par les différentes délégations parties de Kinshasa. Il s'en est fallu de peu, poursuit Forum des As, pour que les interventions du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du président de la conférence épiscopale nationale du Congo et du patron de la mission d'observation pour la stabilité du Congo ressemblent à une passe d'armes, tant Monseigneur Marcel Outembi a interpellé la classe politique quant à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Plus diplomate, Maman Tidikou n'en appelle pas moins au sens des responsabilités de la classe politique. Comme en écho à ses deux premiers intervenants, Léonard Okitundu déclare qu'il n'existe aucune manœuvre pour retarder la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Les travaux à Kinshasa, au centre interdiocésain, ont cependant repris le mercredi 22 mars 2017, signale Le Phare. Les participants se sont mis d'accord sur le partage de 21 ministères. Selon des sources proches du dossier, il a été convenu que la majorité présidentielle contrôle les finances, les travaux publics et les hydrocarbures, en entendant d'autres arbitrages. Quant au rassemblement, il lui est concédé jusqu'à nouvel ordre la gestion des affaires foncières, de l'action humanitaire, des sports et loisirs. Le deux poids lourds du centre interdiocésain continue à se disputer l'économie. S'agissant du ministère du budget qui lorgne intensement les rassemblements, il lui est contesté par le Front pour le respect de la Constitution. Au fur et à mesure que les échanges directs du centre interdiocésain amorcent leur atterrissage en douceur, apparaît comme confusement aux confins de l'horizon politique la question du sort de la CENCO à l'issue de ces tractations. À la façon normande, écrit l'ambassadeur André-Alain Ntundu Lyongo dans une réflexion reprise par l'avenir, je serais tenté de répondre que la mission de la CENCO prend fin à la remise de son rapport au président Joseph Kabila Kabange après la signature de l'arrangement particulier. Terminons cette revue avec la référence plus qui revient sur les phénomènes Kamonan Sapou. Pour le tabloïd, la guerre des chiffres a commencé. En effet, après les informations faisant état de la découverte de 8 fosses communes à Chimbulu, selon la MONUSCO, 10 selon les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, au lendemain de ces révélations, les officiers congolais sont montés au créneau hier, mercredi 22 mars 2017, pour révéler d'autres chiffres qui donnent des frissons. 67 policiers et plusieurs militaires ont été tués dans les violences du Kasaï. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Effectivement, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons dans les prochaines éditions du journal sur votre chaîne de référence Antenne. Quant à moi, je vous dis merci de la sympathique attention nous accorder. Les prochains rendez-vous, c'est avec moi, ce sera donc demain à 19h et bonsoir.